Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale, ça serait la critique analyse du chapitre. Il va pas y avoir derrière moi le fond bleu avec tous les trucs. J'ai mis le Going Merry justement parce que vous avez été beaucoup à avoir apprécié la dernière fois que je fasse une petite vidéo à côté du Going Merry. Pareil, je ne vais pas parler trop fort parce que je veux pas réveiller ma famille qui est en train de dormir. Là il est plus de 23 h. J'ai réussi quand même à bosser ma vidéo parce que je voulais pas non plus en parler en live. Je voulais quand même avoir une certaine structure pour vous parler de ce chapitre, parce que ce chapitre, encore une fois, c'est un chapitre de fou. Je ne dirais pas le meilleur chapitre de l'année, parce que sinon toutes les semaines je vais dire que c'est le meilleur chapitre de l'année, puis ça va peut-être être le cas, mais en plus il y a des trucs qui vont arriver en fin d'année. Quand on arrivera sur Wano Kuni, je pense qu'on va aussi en prendre pas mal, mais là on sent qu'on arrive sur la fin de l'arc Toadland. On s'en prend plein les yeux, c'est de l'effervescence. Voilà, c'est un chaos monumental de la manière dont ont été faits les cases. Je sais pas si vous avez remarqué, il y avait plein de trucs qui étaient dans toutes les cases. C'était vraiment, comme je dis, c'était vraiment le chaos. Même au niveau de la chronologie des actions, c'était un petit peu dans le désordre, parce que pour que nous aussi on ait ça un petit peu dans toute la gueule. Par exemple, au niveau de Senji et de Pudding, c'est quand même les mariés. Ils n'apparaissent seulement que sur une seule case. C'est quand même un truc de fou. Pareil, il y a tellement de personnes qui sont prévenues. Et en plus, le fait qu'il y ait autant de Luffy qui apparaissent à droite à gauche, ça vient saturer les cases. C'est-à-dire que ce qu'on ressent dans le texte, parce que je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il y a une dose de texte qui est absolument fou. C'est Eiichiro Oda a créé tout ce chapitre d'une certaine manière pour qu'on ne sache pas où donner de la tête, qu'on ne fasse pas attention à certaines choses. Et le final, la double page, il y a la punchline de Jinbei, et vous remarquez que c'est d'un seul côté, et vous remarquez que c'est quand même assez gros, c'est vu de loin. Et de l'autre côté, on a Brook qui vient casser la photo de Mother Caramel, de Maman Caramel, et de la manière dont c'est dessiné, c'est montré d'une telle façon où c'est subtil, c'est glissé, c'est-à-dire il y a une sorte d'accalmie qui se fait dans les cases où on est dans du gros plan sur l'action, alors que tout le reste, vous remarquez que c'est des vues d'ensemble, donc d'un point de vue narration, d'un point de vue comment a été dessiné, comment a été pensé le chapitre. On ne peut qu'applaudir, parce que pareil, on commence le chapitre avec une vue de très loin, où on voit le gâteau qui se casse la gueule, qu'on a presque l'impression que c'est une tour, pour arriver carrément au final, où on a le gros plan sur la photo qui est cassée. Et je trouve que c'est du génie. Je trouve que c'est du génie, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le manga, ou alors on s'en aperçoit pas. Alors que là, on sait que Eiichiro Oda apporte énormément d'intention là-dessus, et c'est un truc que moi j'aime bien regarder, et j'aime bien aussi. C'est pour ça que je fais aussi mes vidéos, c'est aussi pour parler, pas seulement de parler que de l'histoire, mais de parler aussi dans la manière dont justement Eiichiro Oda est, pour moi, c'est un véritable metteur en scène, quoi. C'est un véritable réalisateur. Il a ses visions d'angle de caméra au niveau des actions, et ça c'était complètement fou. On a beaucoup dit que cet arc Toadland était l'arc de Senji. L'année dernière c'était l'année de Senji, et malheureusement ça n'a pas été le cas pour moi. Je pense que justement c'est pour ça que je l'ai beaucoup appelé garçon, que pour moi c'était pas qu'il n'était pas assez mis en avant. Et là justement il y a eu lors du chapitre précédent une sorte de hype qui a été mis, mais je trouve que vraiment cet arc Toadland, ça a été l'arc de Brook, parce que encore une fois Brook c'était pas un personnage, ce n'est pas un personnage que j'aime. Là maintenant, je peux pas dire que je l'aime pas, il est vraiment excellent, mais de la manière dont Eiichiro Oda le traitait, c'était encore une fois que pour moi qu'un effet comique avec Usopp et aussi avec un petit peu Chopper. Sauf que là, si Brook n'avait pas été là, il n'aurait pas réussi deux des missions principales. C'est-à-dire que déjà, il faut bien rappeler que c'est lui qui a quand même piqué, qui a fait des copies des poneglyphes et du road poneglyph. Au niveau de son pouvoir, il a quand même montré énormément de talent avec son pouvoir. C'est le premier de l'équipage des Mugiwara à se latter la gueule face à un empereur, ce qui n'est quand même pas rien. Et là le final est absolument excellent, parce que en un sens c'est le fait de péter la photo de Mother Caramel, de Maman Caramel, ou Mother Caramel ou Maman Caramel. C'était vraiment le truc qu'on pensait qu'elle allait pas être réalisé, parce que c'est ça qui va permettre justement la chute de Big Mom. Et c'était Luffy qui avait normalement cette action en tant que capitaine, c'est lui qui avait les épaules pour justement aller faire ça, et qui avait peut-être aussi cette folie pour pouvoir le faire. Et là c'est Brook
qui a réussi à faire ça. Alors on ne sait pas quelle va être la conséquence concrète au niveau de Big Mom, mais sans Brooke ici, cet arc Toadland ne serait pas passé de cette façon-là. Et pour ça, c'est génial parce que, encore une fois, tu commences l'arc et tu te dis, Brooke, comme Nami et Chopper, vont être carrément à l'extérieur, vont être en retrait. C'est pas eux les protagonistes principaux de cet arc. Et encore une fois, Ishiro Oda nous l'a... Voilà. Surtout que Ishiro Oda nous montre justement ce qui va se passer après, c'est-à-dire que c'est ça que j'aime bien justement quand tu fais une deuxième et une troisième lecture au niveau d'un chapitre, tu t'aperçois que justement, je ne sais plus c'est à quelle page, de toute façon si j'ai le temps de faire le montage, je mettrai justement un passage juste ici, c'est-à-dire qu'à un moment quand on voit tous les Luffy qui sont en train de sortir du gâteau, on voit justement qu'il y a Brooke qui sort, parce que là on le reconnaît avec cette sorte de tête un petit peu ronde, comment il est, c'est vraiment excellent, et en plus on s'aperçoit que Luffy a un truc que j'ai cru que c'était complètement de la débilité, en un sens venant de Luffy ça m'étonnait pas, c'est-à-dire que quand t'as Big Mom qui dit c'est lequel le véritable Luffy, et ben Luffy dit c'est moi. Et d'ailleurs tu vois la tête de Captain en disant putain il est complètement con, pourquoi il dit que c'est lui, et en un sens maintenant que tu y penses, peut-être que c'était prévu dès le départ que ce soit Brooks qui doit péter le queue, en un sens en disant le véritable Luffy c'est moi, il a tourné toute l'attention vers lui, c'est-à-dire que même Katakuri regarde en sa direction, projette pour voir le futur qu'il va y avoir au niveau de Luffy. Ça on va revenir justement encore une fois par rapport à l'utilisation du futur avec Katakuri, et c'est à dire que en faisant ça il focalise l'attention sur lui, sur Luffy, et justement il avait bien l'intention de péter le miroir, donc dans sa tête Luffy avait l'idée de faire cette action, et c'est pour ça que justement Katakuri voit l'action future de Luffy, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il le piège grâce à son Logia. On va reparler un petit peu aussi du Logia, et c'est vraiment excellent parce que en un sens c'est hyper intelligent, c'est-à-dire que déjà tu t'aperçois que le plan de foutre un miroir à l'intérieur du gâteau, c'est une idée de Luffy. Le fait que utiliser le poids de boulet pour faire plein de Luffy et justement faire plein de trucs, c'est une idée de Luffy. Alors peut-être qu'après l'idée de faire une diversion, que ce soit Brooke qui s'en occupe, c'est peut-être l'idée de quelqu'un d'autre, mais franchement ça me fait plaisir parce que encore une fois cet arc montre de nouvelles facettes au niveau des personnages et je ne voyais pas Luffy aussi intelligent. On va parler maintenant de Katakuri. Katakuri, comme je l'ai dit, quand il voit Luffy et qu'il voit que c'est le véritable Luffy, il se projette pour voir justement le futur de Luffy et il voit que il va péter la photo et que ça va avoir une grosse importance, une grosse incidence sur sa mère et surtout sur le reste après de ce qui va se passer au niveau de la cérémonie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se met devant sa mère, c'est pas pour protéger sa mère, c'est pour protéger, pour éviter justement que sa mère pète les plombs. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que on peut se poser la question pourquoi il ne voit pas le futur avec Brooke. C'est parce que en un sens il ne voit que le futur vers lequel il se projette, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas le futur en général, parce que s'il ressentait le futur, s'il ressentait grâce à son acquis de l'observation, s'il pouvait voir les futurs de tout le monde et voir les actions importantes qui vont vraiment être une bascule au niveau de ce qui se passe, il aurait vu que Brooke allait péter la photo. Pourquoi? Parce que s'il voyait que le futur était comme une sorte de lac et qu'il pouvait voir les différentes ondulations qui sont plus ou moins fortes, l'action que Brooke va faire en pétant la photo va être une grosse ondulation sur le futur. Et justement Katakuri ne peut pas voir ça. Il voit seulement qu'un futur vers lequel il se projette. Il ne ressent pas le futur. Je sais pas, c'est très dur à expliquer le truc, mais c'est comme ça que je ressens son pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut seulement voir que dans un seul axe, l'axe vers lequel il se projette. Au niveau de Katakuri, on a aussi une deuxième information, c'est tout simplement par rapport à son fruit du démon qui est de type Logia. C'est le Mushi Mushi no Mi, donc c'est pas le fruit du démon du téléphone, hein, parce qu'au Japon c'est Mushi Mushi pour le téléphone, mais c'est par rapport à des sortes de galettes de riz, oui c'est ça, qui sont cuits et après qui deviennent un petit peu gluants. Et donc là son fruit n'est pas le fruit du riz, mais plutôt le fruit du gluant. Donc là on est plus dans un état, et c'est vraiment ce qui m'étonnait, parce que pour moi tout ce qui était au niveau d'un Logia, c'était quelque chose de naturel. On avait par exemple le feu, on avait la lumière, on avait l'électricité, on avait la glace, on avait la neige, on avait le sable. Donc pour moi tout ça c'est des éléments naturels, tu vois, contrairement donc par exemple le caoutchouc, on pourrait penser peut-être que après il y aurait une déclinaison d'un Logia de type caoutchouc, enfin, pourquoi pas. Et en gros son fruit du démon,
c'est une évolution de celui qu'il y avait au niveau de Trébol, parce que Trébol avait le fruit de la... C'est pas de la morve, mais c'est d'un truc un petit peu justement gluant aussi. Je me rappelle plus le nom, parce que voilà, j'ai pas assez préparé ma vidéo, je dirais ça comme ça. Et ça fait comme justement, on a comme par exemple Magellan et César, c'est-à-dire qu'on a le paramécia du poison et après on a le logia. Et bien là c'est pareil, au niveau de Trébol on avait le paramécia et là maintenant on a une autre version qui est le logia. Et on peut penser d'ailleurs que pour les futures utilisations, les futurs logias qu'il pourrait y avoir, peut-être qu'il va y avoir des logias d'état. Je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux aller. Et il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont marqué qu'il y avait justement dans un film, c'était le 2 ou le 3, il y a un ancien de la marine qui s'appelait Gaspard. Ça, faut pas en tenir compte. Parce que ce mec-là, c'est un OAV, c'est un univers alternatif. C'est pas canon à l'histoire. Si vous comprenez. C'est un peu comme Broly. Pour pas remettre, refoutre un coup de couteau dans la plaie. Donc voilà. Et en un sens, on voit que son fouillis démon a l'air quand même hyper puissant, mais il a quand même un point faible, c'est par rapport à l'eau. Et c'est exactement ce que dit Jinbei. Et là, on peut penser que quelqu'un pourrait très bien s'en sortir contre lui, c'est tout simplement Nami. Parce que Nami, le fait qu'elle puisse contrôler le temps, et ben si elle mouille Katakuri, et ben le truc gélatineux justement au contact de l'eau peut perdre. Donc là par contre, en voyant quelqu'un d'hyper badass comme Katakuri au niveau de son visage, au niveau de son attitude et au niveau de ce qu'il fait avec son acquis de l'observation, peut-être qu'il va se faire niquer la gueule par Nami. On va parler maintenant de Big Mom parce qu'on a encore eu plein d'informations sur Big Mom déjà par rapport à son fruit du démon. Son fruit du démon, on voit maintenant une autre utilisation, c'est-à-dire que la mort enfin l'espérance de vie qu'elle prend aux gens, elle peut prendre cette espérance de vie si les gens ont peur, mais faut pas que les gens ils aient peur d'elle, il faut que les gens ils aient peur de mourir. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Je trouve que justement mettre une barrière à son pouvoir qui était complètement cheaté, c'est-à-dire que si elle pouvait prendre l'espérance de vie de n'importe qui, ça serait complètement dingue. Mais le fait que comme 99,9% des humains et de toute personne vivante, elle a peur de mourir, et ben en un sens, son pouvoir est hyper dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle fait peur aux personnes, parce que la peur qu'elle projette à travers elle est ressentie par les personnes, donc les personnes involontairement vont avoir peur de mourir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle considère pas ses enfants, parce que à un moment Katakuri se met devant elle pour la protéger, faire quelque chose, puis elle dit mais pourquoi, et elle dit ça, elle dit pourquoi tu te mets devant moi, même si t'es mon fils, pour moi t'es qu'une merde, donc ça sert à rien que tu me protèges, je serai jamais reconnaissant envers toi. Et là on peut voir qu'elle a quand même une sorte de mainmise sur ses enfants, elle est en train de faire régner une terreur envers ses enfants. D'ailleurs on voit d'ailleurs que Opera a peur, on voit aussi que Monder a peur par rapport à comment ça s'appelle, à Smoothie. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il a peur par rapport à sa mère. Donc justement, cette peur vient renforcer le pouvoir de Big Mom. Et ça, c'est vraiment excellent. Sauf que malheureusement, cette peur n'a pas d'emprise par rapport à Jinbei. Pourquoi? Parce que Ichiro Oda, depuis le départ, nous montre Jinbei comme quelqu'un qui va se sacrifier pour les autres. Et quelqu'un qui va se sacrifier n'apporte pas d'importance par rapport à sa vie, mais va apporter de l'importance par rapport à la vie des autres. Et c'est ça qui est magnifique. Parce qu'il y en a certains qui vont sûrement dire pourquoi ici, pourquoi Jinbei seulement maintenant dit à Big Mom qu'il n'a pas peur d'elle, puis qu'il n'avait aucune crainte de son pouvoir. Parce que ce qui s'est passé la première fois quand il tourne, quand il est face à la roulette, c'est pas que sa mort à lui qui était important. En gros, Big Mom disait je vais prendre ton espérance de vie, mais aussi l'espérance de vie d'une partie de ton équipage. Et justement, Jinbei vit pour les autres et il ne voulait pas être justement responsable de la mort des autres. Et ça c'est absolument excellent. Encore une fois, il y a un très gros travail d'Ichiro Oda là-dessus qui nous montre que justement Jinbei à ce moment-là ne pouvait rien faire parce que la vie des autres était importante pour lui. Mais là, vu qu'il se trouve devant elle et vu qu'elle est complètement folle, qu'elle est complètement hystérique et que c'est lui qui impose ses conditions en disant oui moi je veux partir, tu prends ça comme une démission, tu prends ça comme une mutinerie, et voilà. Et elle a dit bah si tu veux partir de mon équipage, bah, je vais prendre ton espérance de vie. Et là le mec il dit ouais ok vas-y let's go. Et là il te sort la putain de punchline à additionner, ajouter à un autre geste qui est absolument génial. C'est fantastique quand il dit, je me rappelle plus les mots exacts, mais il dit
je vais être dans l'équipage du futur Seigneur des Pirates, donc je n'ai pas peur d'une simple Yonkou. C'est complètement fou, c'est quand même une empereur. Au niveau du gouvernement mondial, c'est complètement fou. C'est une balance, les 4 empereurs sont aussi puissants que le gouvernement mondial, hein, au niveau de la balance de la puissance. C'est complètement fou, c'est complètement dingue ce qu'on peut voir ici. Et encore une fois, la façon dont c'est mis en scène, la façon qu'il y a aussi cette coupe de saké qui est vachement symbolique, et le fait qu'elle écrase cette coupe de saké en disant je n'accepte pas ton départ et je vais carrément te tuer. C'est comme ça qu'elle le fait, parce que vu qu'elle peut pas prendre la vie de Jinbei, elle aurait dû prendre la coupe de saké pour entériner justement le départ de Jinbei, mais là vu qu'elle l'écrase, elle dit non, moi je compte pas, puis vu que tu veux partir, si je peux pas te crever la gueule, enfin si je peux pas te prendre ton espérance de vie, je vais tout simplement te tuer, quoi. Exactement, toi et toutes les personnes qui sont autour. Donc voilà, et en un sens, encore une fois, la façon dont c'est mis en scène, la façon dont c'est présenté, toujours pareil, cette différence de vue entre Big Mom et Jinbei, qui est pourtant grand mais qui se retrouve en contre-plongée, c'est complètement fou. Et je reviendrai aussi sur un autre truc qui est pour moi important dans la punchline qu'il fait, où il dit comme ça, moi je vais être avec le futur Seigneur des Pirates, donc une empereur comme toi c'est que de la merde. Ça montre quelque chose qui est complètement fou. Alors je vais revenir sur une vidéo que j'ai fait la dernière fois où j'ai dit que Goldie Roger était surcoté. Ceci est de l'humour. Je sais que Gold Roger est quelqu'un de complètement fantastique, que c'est peut-être la personne la plus puissante qu'il y a eu au niveau de One Piece depuis que c'est créé. Mais justement le fait que Ichiro Oda nous ait rien montré, c'est à nous d'imaginer justement ce qu'il a été capable de faire. Et comme on a eu l'information qu'il a été sur l'île des hommes poissons et que Jinbei était sûrement là, Jinbei doit connaître le potentiel de justement Goldie Roger, donc il sait de quoi est capable un seigneur des pirates. Et si il sait ce que justement Goldie Roger était capable de faire et qu'il est à un niveau bien au-dessus de tous les empereurs, il voit justement en Luffy toutes les qualités, toutes les compétences pour qu'il devienne justement le seigneur des pirates. Et ça c'est absolument fantastique, parce que à travers ça, encore une fois, Ichiro Oda projette le futur de Luffy. À travers cette phrase, il nous montre que n'ayez aucune crainte, vous allez voir plus tard Luffy tout seul, il va réussir à faire des trucs absolument de dingue. Donc encore une fois, je trouve que dans ce chapitre, il y a eu des symboliques qui étaient absolument monumentales, et que encore une fois, et c'est pour ça que je veux faire mes vidéos, c'est que One Piece, c'est plus qu'un simple manga. Je vais encore parler d'un truc au niveau de Jinbei qui est pour moi qui était vraiment excellent, c'est tout simplement le fait qu'il est intelligent. C'est-à-dire que quand Katakuri dit arrête de m'analyser, et comment Luffy peut être au courant que justement le point faible de Big Mom c'est cette photo, Jinbei il dit c'est moi qui ai donné l'information à Luffy. Il ne dit pas que c'est Capone BG qui a donné l'information. Et ça c'est vraiment important, parce que en disant que c'est lui qui a donné l'information, en montrant en un sens que c'est lui le stratège, d'un point de vue de Katakuri et même du reste de l'équipage, enfin de Big Mom, pour l'instant pour eux, Capone BG fait toujours partie des gentils de Big Mom. Si Jinbei avait dit oui c'est Capone BG qui nous a donné l'information, tout de suite les autres auraient dit putain Capone BG est un putain de traître. Et ça c'est vraiment excellent. Et d'autant plus excellent que maintenant on voit Capone BG qui va commencer à mettre en place les attaques sur Big Mom, parce que maintenant que la photo a été détruite, ça va être le moment où les missiles vont être lâchés, et ça va être la folie. Ça va vraiment être la folie. Par contre, au niveau du plan, même si pour l'instant il se passe plutôt bien, il y en a un que je sens pas du tout, c'est César, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très lâche. Donc si on imagine que les missiles avec le poison ne fonctionnent pas, lui il va peut-être se casser, ou il va peut-être éviter de jouer avec le miroir. On sait pas encore. Franchement, César, je le sens pas. C'est un mec qui est fort. Des autres qu'on n'a pas vu dans ce chapitre, c'est le Garma. Le Garma a totalement disparu. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Peut-être justement que dans le prochain chapitre, on va les voir plus à l'œuvre, mais c'est peut-être eux qui vont être, en un sens, encore une fois, je vois bien le Garma Double Six rentrer en scène et protéger du missile ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Big Mom va être à 2 doigts de crever, et c'est eux qui vont protéger Big Mom. Je vois bien que c'est eux qui vont faire foirer le plan, un truc comme ça. L'autre truc qui est aussi excellent, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit beaucoup Morgan, le mec justement du journal, et ce qui est excellent, c'est que justement
Lui, il va sûrement s'en sortir, il va sûrement se passer quelque chose. Imaginons que Big Mom arrive à chuter, lui, il va être là pour montrer justement que c'est l'équipage des Mugiwara qui est la cause de la chute d'un empereur. Ce qui est complètement fou, que Jinbei va faire partie de l'équipage, donc à partir de là, j'imagine bien une prime augmentée, parce que le gouvernement mondial va justement être au courant de ça à travers Morgan et les news qu'il va faire dans le journal, et on peut peut-être rêver, là je suis complètement fou, mais ça serait que vu que Luffy va peut-être être responsable de la chute d'un Yonkou, il va peut-être avoir une prime d'1 milliard. Oui, je sais, je suis complètement fou. Et la dernière petite chose que je n'avais pas vue du tout, c'est on a bien eu à Pandaman dans ce chapitre, donc c'était pas là où je le pensais. Par exemple, un déguisé en Luffy, ou alors dans les animaux qui ont été clonés justement par rapport à... Enfin clonés, dont le reflet a été fait grâce à Brûlé. On le voit dans la 11e page, au niveau de la 4e case, il est juste sur le coin, en plus il y a une bulle qui est juste au-dessus de lui. Donc voilà, merci de l'avoir laissé dans les commentaires, ceux qui avaient trouvé ce petit Pandaman. Alors c'est là-dessus que va se terminer cette critique, analyse de chapitre. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de faire un montage comme je voulais. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de faire un montage tout court, mais je voulais vraiment parler en profondeur de ce chapitre. J'espère quand même que cette critique analyse vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, venez nombreux au TGS, et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie.